Notre-Dame de Paris en chantier. Paroles des agents de la DRAC Île-de-France, un podcast présenté par la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Épisode 2. Bonjour Antoine-Marie Préau, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes inspecteur à l'Inspection générale des affaires culturelles et lors de l'incendie de Notre-Dame, vous étiez conservateur régional des monuments historiques de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Vous êtes ici pour nous parler de votre travail. Je vous laisse donc vous présenter à nos auditeurs, nous parler un peu de votre parcours et de votre métier. Bonjour, merci d'abord de me recevoir. Donc, je suis Antoine-Marie Préau, je suis architecte et historien de formation. Je suis entré au service du ministère de la Culture en 2006 en tant qu'architecte et urbaniste de l'État. Alors, le début de ma carrière, c'est environ une douzaine d'années que je consacre au sein du ministère à la conduite d'opérations immobilières dans le champ de la culture et du patrimoine. Pour être plus clair, pendant toutes ces années et sur environ une cinquantaine de sites répartis sur toute la France, ma responsabilité, celle d'ailleurs du département ou des départements dont j'ai la charge successivement, est de mener des opérations de la programmation jusqu'à la réalisation des chantiers dans des sites qui ont en général une forte valeur patrimoniale ou qui doivent permettre d'offrir des équipements culturels au service des politiques portées par le ministère. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de restaurer des monuments historiques, souvent très emblématiques en Île-de-France ou dans le reste de la France. On peut parler du Palais Garnier, on peut parler du musée du Louvre, on peut parler de l'Opéra Comique. Il s'agit souvent de rénover des musées, de restaurer des salles de spectacle, de construire des lieux d'archives, et même, c'est sans doute plus atypique, de restaurer parfois ou de rénover des ouvrages d'art. J'ai pu par exemple intervenir dans le cadre de la très vaste restauration du pont transbordeur de Rochefort. Donc plutôt une première phase de carrière très opérationnelle sur le terrain et dans la conduite des travaux. Lorsque l'incendie de Notre-Dame survient en avril 2019, je viens tout juste, quelques semaines auparavant, de rejoindre la DRAC Île-de-France, la Direction régionale des affaires culturelles, comme chef du service de la conservation régionale des monuments historiques. Alors qu'est-ce que la conservation régionale des monuments historiques, autrement appelée CRMH ? C'est le service à compétence régionale qui a la responsabilité de veiller, d'assurer la conservation, mais aussi la protection, et d'accompagner la restauration des quelques 4000 monuments historiques qui existent en Île-de-France. Alors ces monuments historiques, ils datent de toute notre histoire, ils peuvent relever de la préhistoire et regrouper jusqu'à des architectures très récentes de la seconde moitié du XXe siècle. Donc on en a 4000 en Île-de-France et l'objectif c'est pour la conservation régionale de toujours en protéger davantage en fonction de l'intérêt de chacun des édifices concernés. Alors ça peut être du patrimoine architectural, ça peut être aussi du patrimoine paysager. On a des parcs, des jardins qui méritent d'être protégés et d'être transmis aux générations futures. Donc c'est le rôle de ce service qui est un service à compétences scientifiques, à compétences techniques et évidemment à compétences administratives, s'agissant d'une administration qui prend des décisions de protection, qui prend des autorisations de travaux et qui peut aussi au titre de la compétence du ministère de la Culture, accompagner financièrement les propriétaires de ces monuments historiques, qu'ils soient publics ou privés. La conservation régionale des monuments historiques, elle a aussi en propre la responsabilité d'une quinzaine de monuments historiques qui lui sont confiés, parmi lesquels les 4 cathédrales d'Île-de-France qui sont la propriété de l'État. Il s'agit de la cathédrale de Versailles, de la cathédrale de Meaux, de la basilique cathédrale de Saint-Denis, et évidemment de la cathédrale de Paris, Notre-Dame. Et donc, avec cette responsabilité plus directe sur Notre-Dame de Paris, dont un très vaste chantier a démarré quelques semaines auparavant, en l'occurrence la restauration de la flèche, qui est un chantier qui avait été engagé par la DRAC Île-de-France sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve, compétent pour la cathédrale. Merci Antoine-Marie Préau pour toutes ces précisions.
Vous avez été amené à travailler donc autour de Notre-Dame. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec Notre-Dame? Peut-être nous dire où vous étiez lors de l'incendie et comment vous avez été rattaché à cet événement? Alors je dois dire que ma première rencontre professionnelle avec la cathédrale Notre-Dame de Paris remonte à 2006. Je viens d'entrer au ministère de la Culture, je suis tout jeune fonctionnaire stagiaire et j'ai l'opportunité et aussi le privilège de pouvoir accompagner l'architecte des bâtiments de France, qui est aussi conservatrice de la cathédrale, dans l'une de ses tournées, une tournée de contrôle du monument dont elle a la responsabilité. Et donc c'est d'abord pour moi l'occasion de découvrir ce monument dans ses parties non accessibles au public, dans ses coulisses. Et puis c'est surtout pour moi la première découverte de ce qu'on nomme la forêt de Notre-Dame, cette charpente exceptionnelle qui a traversé les siècles et qui évidemment est une sorte de mythe dans l'histoire de l'architecture et de la charpenterie. Et donc voilà, c'est tout jeune qu'aux côtés de cet architecte des bâtiments de France, je découvre la face inconnue de Notre-Dame de Paris. Je n'aurai plus d'occasion pendant de nombreuses années de revenir à Notre-Dame autrement que dans les parties publiques, jusqu'à ce que je rejoigne au tout début de l'année 2019 la Direction régionale des affaires culturelles, comme conservateur régional des monuments historiques. Et c'est la deuxième rencontre avec Notre-Dame de Paris. Elle est immédiatement opérationnelle. Elle date de quelques jours avant le terrible incendie du 15 avril. On est le 11 avril. C'est un temps fort pour la DRAC qui souhaite valoriser le démarrage d'un chantier exceptionnel, la restauration de la flèche de la cathédrale, à un moment où l'échafaudage est monté à mi-niveau, un échafaudage qui à terme doit culminer à 98 mètres au sommet de la flèche, qui à ce stade culmine à 50 mètres, c'est-à-dire au niveau des statues, des 16 statues des évangélistes et des apôtres. Et pour permettre la suite du montage de l'échafaudage, évidemment, les entreprises doivent, sous le contrôle de l'architecte en chef, déposer ces précieuses statues qui ne l'ont pas été depuis leur installation par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Et pour marquer ce temps fort et pour communiquer, avoir une occasion de communiquer sur ce chantier formidable qui débute, la Direction régionale des affaires culturelles organise un petit temps médiatique à 50 mètres au-dessus du sol, au sommet de cette première partie d'échafaudage, pour accompagner la dépose assez vertigineuse de ces 16 statues par grue. Et donc j'arrive, tout nouvellement conservateur régional des monuments historiques, au sommet de ce chantier formidable, au-dessus de Paris, pour répondre avec d'autres collègues et l'architecte en chef aux médias qui souhaitent en savoir un peu plus sur cette opération qui démarre et la raison de la dépose des 16 statues. C'est ma deuxième rencontre avec Notre-Dame et d'une certaine manière, fort de mon expérience dans la conduite d'opération, je suis très heureux de me dire que s'engage cette belle et vaste opération de restauration de la flèche de Notre-Dame de Paris. Et puis survient l'incendie quelques jours après. J'ai appris que vous aviez été donc sur place au moment de l'incendie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors effectivement, quelques jours après ce temps fort du chantier illustré par la dépose des 16 statues, je suis en réunion au Palais de l'Alma, sur la rive gauche de Paris. Quand je sors de cette réunion en fin d'après-midi, je constate que mon téléphone s'est agité, que j'ai de nombreux appels en absence, et je suis marqué notamment par un message, celui d'un architecte en chef des monuments historiques, qui n'a rien à voir directement avec la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais qui est un autre architecte en chef que je connais, en la personne de Pierre-Antoine Gatier, qui me signale un dégagement de fumée à Notre-Dame, tout en imaginant que j'ai sans doute déjà été informé. Pour autant, cette information m'inquiète. La Direction régionale des affaires culturelles est responsable de la cathédrale. J'ai en tête qu'un chantier est en cours. S'agissant d'un jour ouvré, je me dis que le chantier était encore d'ailleurs en activité et que sans doute sur site se trouvent des personnes capables d'intervenir dès lors qu'un début de sinistre se jouerait. Pour autant, sans réfléchir, je me rapproche de Notre-Dame, je ne suis pas très loin, je longe la Seine, je cours assez rapidement en me disant que plus tôt j'y serai, mieux ce sera. Je ressens cette responsabilité quand même de conservateur des monuments historiques, en particulier de cette cathédrale. Et cette course qui s'accélère est aussi l'occasion de comprendre que des collègues
proches de Notre-Dame ont essayé de me joindre, sans pour autant me laisser de message, et que le nombre d'appels me laisse craindre quelque chose d'assez sérieux. J'arrive à proximité de l'île de la Cité, à contre-flux de nombreuses personnes qui courent et dont je comprends qu'elles sont évacuées, ou en tout cas qu'elles sont amenées à quitter l'île. Je traverse le pont de l'Archevêché et j'arrive sur un parvis de Notre-Dame de Paris désert, où je reconnais un peu au loin Pierre-Antoine Gattier, l'architecte en chef qui m'a prévenu, avec 2 pompiers au milieu du parvis. Je me rapproche évidemment très très vite et je comprends que Pierre-Antoine Gattier a eu l'occasion d'entrer dans le monument et même d'accompagner des agents de sécurité jusque dans le comble. D'ailleurs, à cette occasion, il a eu le temps sur mon trajet de me faire un message et de me faire comprendre que les choses étaient assez dramatiques et qu'un incendie déjà d'ampleur avait pris dans le comble, probablement à proximité de notre chantier et de la Flèche. Je me présente aux pompiers, je leur explique le lien que j'ai avec la cathédrale Notre-Dame, la responsabilité du ministère de la Culture sur ce monument emblématique. Et avec Pierre-Antoine Gattier, on essaye d'expliquer combien il serait utile que nous puissions nous rapprocher du monument pour assez vite envisager, si besoin, une évacuation des œuvres et ou des mobiliers qui pourraient à un moment ou à un autre être mis en danger par le sinistre qui se joue. On voit qu'on n'arrange pas tout à fait les pompiers, qui au contraire ont essayé de faire évacuer les lieux. Pour autant, dans l'esprit d'un pompier, la sauvegarde des biens culturels, c'est quelque chose normalement qui parle. Et à force de persuasion, nous sommes autorisés à rejoindre par la façade sud de la cathédrale une autre équipe de pompiers qui est stationnée à proximité de la sacristie. Alors, ce déplacement ne se fait pas sans difficulté parce que déjà la fumée qui s'échappe de la flèche est épaisse, elle est très foncée, elle est même un peu jaune, ce qui est inhabituel quand on a déjà eu l'occasion de constater un incendie et un dégagement de fumée issu d'un monument. Et puis déjà tombe, du fait d'un vent allant de l'est à l'ouest, un certain nombre de scories, d'espèces de petites cendres incandescentes qui tombent doucement, délicatement sur le parvis et aux abords de la cathédrale. Donc on chemine en essayant de se protéger avec nos manteaux et on rejoint effectivement cette petite équipe d'une quinzaine, vingtaine de pompiers peut-être qui s'affairent en partie sud de la cathédrale, autour de la sacristie et du transept. Évidemment, ça ne les arrange pas de nous voir arriver, ils ne comprennent pas d'ailleurs qui a laissé passer deux civils. Néanmoins, on a la ferme intention de camper là et de les sensibiliser à l'intérêt d'être évidemment attentifs à l'incendie, c'est leur travail, éviter des victimes, mais évidemment essayer d'enrayer l'incendie naissant. Pour autant, on les sensibilise assez vite sur les précieux objets que recèle la cathédrale et l'intérêt qu'il y aura le moment venu de se poser les bonnes questions. Encore une fois, je le redis, ça ne les arrange pas et les minutes vont être très très longues. Donc j'arrive au pied du parvis pour resituer la chronologie des faits probablement vers 19h, 19h15 et assez peu de temps après, nous rejoignons Pierre-Antoine Gattier et moi la sacristie. Nous sommes à ce moment-là les deux seuls civils encore sur le site, en tout cas à proximité. Et c'est à partir de là que va démarrer une nuit intense, exceptionnelle, tout autant que loin de la réalité de ce qui se joue, parce que je ne le comprends pas encore à l'époque, mais je suis rentré dans une bulle de laquelle je ne sortirai que vers 23h30 en quittant l'île de la Cité et en quittant Notre-Dame de Paris. Et évidemment, à aucun moment, au pied de cette cathédrale ou dedans, je n'aurai une vision juste de l'ampleur de l'incendie et notamment du désastre qui a fait le tour du monde en images de cette charpente embrasée et de ce plan en croix en feu. Pas davantage que l'émotion que le sinistre suscite à Paris, en France et au-delà des frontières. Néanmoins, évidemment, très très vite, je me dis que Notre-Dame de Paris est un endroit exceptionnel, qui recèle des œuvres d'art et des objets, des biens culturels exceptionnels. On a évidemment en tête les reliques de la Sainte Passion.
qui sont évidemment abrités à Notre-Dame et pour pouvoir ponctuellement être montrés aux fidèles. Et avec Pierre-Antoine Gattier, voilà, nous nous attachons régulièrement, alors sans trop les embêter dans leurs manœuvres, puisqu'ils sont là aussi pour travailler et reçoivent par ailleurs par radio des ordres, les sensibiliser, leur demander l'autorisation d'entrée, de commencer à les voir et éventuellement, le cas échéant, à récupérer des clés dont on saura qu'elles nous seront précieuses pour accéder à des vitrines ou à des coffres dans lesquels les objets sont conservés. Le temps passe très très vite, mais pour autant nous sommes rejoints par Christelle Dupas, qui est l'architecte des bâtiments de France, en charge de la cathédrale Notre-Dame de Paris et dont elle assure la conservation, donc une collègue de la DRAC d'Île-de-France. Christelle connaît bien le monument, mieux que moi qui suis arrivé à la DRAC quelques semaines auparavant. Et évidemment, son arrivée est rassurante et précieuse, et on se dit qu'à 3, on pèsera peut-être encore plus vis-à-vis des forces de secours et des pompiers qui sont nos coéquipiers. Pour autant, les pompiers restent extrêmement vigilants, nous autorisent à mettre un pied dans la sacristie, considérant que c'est un bâtiment un peu en dehors de la cathédrale, un peu hors œuvre, comme on le dit en architecture, mais tout ça relève quand même de négociations un peu compliquées, et en même temps, nous sommes conscients qu'on ne veut pas atteindre le point de rupture avec eux, au risque peut-être de se faire vraiment, une bonne fois pour toutes, renvoyer hors du site. Et puis les choses vont évidemment s'accélérer à un moment où on est probablement dans la sacristie, en train de commencer à s'affairer dans les différentes pièces pour trouver de quoi intervenir au moment où les pompiers nous y autoriseraient. On entend une espèce de cri d'effroi tout autour de la cathédrale. Alors on ne voit rien, là d'où on est, on ne voit rien, on ne voit pas les autres rives de Notre-Dame et de la Seine. On entend juste un cri d'effroi, une sorte de souffle retenu. Ça dure quelques secondes, on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on s'interroge, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de plus dramatique que ce qu'on avait vu 45 minutes avant, et puis en fait on entend un très très grand choc, avec quelques secondes de décalage, dont on comprend qu'il est l'impact de la flèche qui vient de s'effondrer sur la charpente et sur une partie des voûtes du chœur. Évidemment, tout ça donne un tournant un peu tragique à l'événement. Encore une fois, nous n'avons pas, depuis notre position, de point de vue sur ce qui se joue. Nous ne sommes pas capables d'évaluer l'ampleur de l'incendie. Les pompiers nous font des retours quand même qui consistent à dire que l'incendie a gagné la charpente et qu'il se répand le long des couvertures. Mais évidemment, cette chute de la flèche dramatise la situation et est l'occasion pour nous de dire aux pompiers que parmi toutes les priorités qu'ils ont à gérer, il faut vraiment se poser la question de sauver le mobilier. On a en tête qu'un édifice gothique tel que l'est la cathédrale Notre-Dame de Paris est bien pensé, est résistant, est structuré pour résister éventuellement à une disparition de charpente. Cependant, à partir du moment où des ouvrages de charpente perforent les voûtes, évidemment, tout ça va changer un peu la structuration du monument, sa stabilité, et les choses deviennent inquiétantes. On n'imagine pas encore perdre Notre-Dame de Paris, mais on se dit qu'en tout cas, les voûtes pourraient en cascade s'abîmer, se désolidariser, commencer à être moins performantes dans leur retenue des murs gouttereaux. Et évidemment, on pense aux œuvres, on pense aux toiles, au prestigieux mets de Notre-Dame de Paris, mais également à un certain nombre d'éléments de mobilier liturgique, voire de trésors, ainsi qu'aux reliques, dont on se dit qu'il faudrait assez vite les évacuer. Et je crois que la chute de la flèche, ça marque les esprits des pompiers, qui évidemment communiquent aussi avec leur hiérarchie, et à un moment reçoivent l'ordre, non pas d'intervenir pour sauver des objets, mais en tout cas de nous laisser entrer et peut-être préparer les choses un peu plus précisément. C'est à ce moment-là que nous rejoint Laurent Prade. Laurent Prade, il est régisseur de la cathédrale, il est salarié du diocèse de Paris, il connaît lui aussi parfaitement la cathédrale, et son aide va être précieuse pour davantage d'efficacité dans nos actions et dans la préparation d'une éventuelle intervention pour aller chercher des objets, des biens culturels. Les choses avancent dans des circonstances compliquées.
Nous sommes dans le noir, parce que évidemment l'électricité a sauté. Les alarmes de chantier se sont déclenchées un peu à tous les niveaux de Notre-Dame. Donc à l'extérieur, il y a beaucoup de bruit. Même si 15 jours avant, la France est passée à l'heure d'été, le soleil commence à décliner et il commence à faire nuit. Et puis, compte tenu de l'émotion suscitée par ce sinistre, les Français sont tous sur leur téléphone portable et nous n'avons plus de réseau à Notre-Dame. Donc une grande difficulté pour les 4 civils que nous sommes encore à ce moment-là, de communiquer avec l'extérieur, éventuellement de recevoir des consignes, de savoir si le ministère de la Culture et peut-être d'autres partenaires se mobilisent pour essayer d'organiser quelque chose et même savoir s'ils ont conscience de ce qu'il se joue. Donc nous restons à notre tâche. Nous sommes là encore rejoints par Jean-Michel Guillemant, un collègue de la Conservation régionale des monuments historiques, ingénieur qui était en charge du chantier, et un compagnon de l'une des entreprises en charge de la restauration qui va nous aider et d'ailleurs prendre l'initiative d'ouvrir les échafaudages aux pompiers pour leur faciliter l'accès aux monuments et également de nous ouvrir les baraquements de chantier pour, le moment venu, pouvoir les utiliser et avoir un endroit de repli. Nous continuons néanmoins d'insister très régulièrement auprès des pompiers sur l'intérêt d'intervenir, sur l'architecture de la cathédrale qui normalement préserve les bas-côtés et les chapelles rayonnantes de l'aplomb des couvertures qui sont incendiées et on les sensibilise à la valeur inestimable des reliques. Je crois que les reliques parlent plus que les autres objets d'art et soudainement, c'est sans doute le seul moment de fou rire de cette terrible soirée. Un pompier hurle, crie que la couronne d'épines a été sortie de la cathédrale de Notre-Dame. Alors là, d'une certaine manière, on retrouve une sorte d'apaisement et en même temps, on se dit mais comment est-ce possible? On sait que la couronne d'épines, comme les autres reliques, est conservée dans un coffre, qu'a priori le coffre n'est pas ouvrable par n'importe qui. Et donc on est un peu interrogatif jusqu'à ce que l'on découvre, quelques secondes ou minutes après, un pompier sortant de la cathédrale avec une simple couronne de balsa, sans doute l'ouvrage de catéchèse, avec quelques feuilles d'or pour lui donner une fière allure. Mais donc on réalise que, contrairement à ce qu'on a cru, la couronne d'épines n'est pas du tout sauvée. Et je pense que c'est aussi un autre moment marquant dans cette nuit pour les pompiers qui se disent mais donc il y a vraiment une couronne d'épines à sortir. Une couronne d'épines, c'est ça. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde de la même manière, ce qu'est une relique, ce qu'est sa valeur et à quoi ça ressemble. Mais je crois que cette fausse sortie de la couronne d'épines les a un peu plus encore sensibilisés à l'intérêt d'aller chercher la vraie. À une heure qui m'échappe désormais un peu, probablement vers 20h15, 20h30, le chef de l'équipe des pompiers prend la responsabilité de rentrer dans la cathédrale avec des civils. Il décide d'en accompagner 2. Laurent Prade et moi sommes désignés comme pouvant accompagner une équipe, non pas pour intervenir, mais pour aller voir et éventuellement faire de la reconnaissance, montrer aux pompiers présents ce qu'il y aurait à sauver, où sont situées les reliques. C'est là que nous sommes équipés. Alors avec les moyens du bord, 2 pompiers sont désignés pour nous prêter leur casque. Le chef des pompiers nous recommande d'humidifier nos vêtements, de prendre éventuellement des écharpes pour ne pas risquer d'être intoxiqués. Nous obtempérons, Laurent Prade et moi, et nous sommes autorisés à entrer. Alors, ce n'est pas la première fois que nous entrons et que nous faisons quelques pas à l'intérieur du sanctuaire, parce que pendant les heures qui ont précédé, évidemment, tout en restant quand même attentif à ne pas braquer les pompiers, nous avions ouvert le grand portail du transept sud et pu constater que la flèche était tombée dans la nef, qu'elle avait constitué une sorte d'énorme brasier et que ce brasier, dont les flammes étaient très très hautes, léchait les parements et les maçonneries de la cathédrale et que, en plusieurs endroits, les voûtes, non seulement de la nef, là où la flèche était tombée, mais également du chœur, étaient perforées.
laissant passer une sorte de pluie fine de cendres incandescentes qui tombait en cascade en plusieurs endroits de la cathédrale. Donc une vision à la fois assez apocalyptique de ce monument qu'on connaissait et qu'on voyait sous un jour terrible, et cependant extrêmement sereine, parce que dans la cathédrale, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bruit. L'ensemble des bruits d'alarme est atténué par les façades, par les vitraux. On a les lumières de la ville, les gyrophares périphériques qui animent ce sanctuaire extrêmement serein, sans bruit, avec de l'eau qui commence à ruisseler partout. Évidemment, les pompiers ont déversé des milliers de mètres cubes d'eau sur la charpente et les combles, et tout ça commence à pénétrer à travers les voûtes et dans le sanctuaire. Mais pour autant, il n'y a pas de fumée. Les fumées s'échappent naturellement par les perforations des voûtes, qui jouent le rôle de hotte. Et nous ne sommes pas non plus les pieds dans l'eau. Il commence à y avoir de l'eau, mais pas au point d'y perdre ses chaussures. Et donc, lorsque, avec une petite équipe de pompiers, Laurent Prade et moi sommes autorisés à avancer, nous cheminons par le déambulatoire sud et amenons immédiatement les pompiers dans la chapelle d'Axe pour leur montrer où sont conservées les saintes reliques et leur expliquer que sous une châsse figurée par des vitrages rouges se trouve un coffre, et que c'est ce coffre qu'il faudra ouvrir le moment venu pour en extraire les précieux écrins. Les pompiers, encore une fois, nous rappellent qu'on n'est pas là pour intervenir, qu'on doit simplement leur montrer quels seraient les objets à sortir, et qu'évidemment, le plus tôt possible, on s'extraira de la cathédrale pour éviter tout danger. Cependant, Laurent Prade, qui d'ailleurs dès l'intervention avec les pompiers dans la cathédrale, signalait que, faute de réseau, il n'était pas sûr d'avoir le bon code d'accès au coffre, celui-ci étant changé très régulièrement pour des questions de sécurité. Pour autant, les pompiers réalisant qu'une fois dans le déambulatoire et dans les chapelles, on semble assez hors de danger et assez loin de l'incendie, ils prennent le temps de nous demander l'autorisation de casser les vitres qui recouvrent le coffre, ce qu'ils font, et découvrent effectivement un coffre tout à fait banal, à l'ancienne, avec une serrure à clé étoilée, et immédiatement nous disent que, avec ou sans code, de toute façon, ils vont aller chercher du matériel pour aller le déceler, et si besoin, ils sortiront le coffre tout entier, dont nous n'aurions pas réussi à ouvrir la porte. Par ailleurs, ils commencent à nous demander, en observant les chapelles situées à proximité, quels seraient les objets à évacuer. C'est un temps alors, un peu court, mais qui nous permet d'expliquer qu'effectivement il y a des très grandes œuvres, il y a des tableaux de très grandes dimensions qu'on n'imagine pas sortir immédiatement, mais que néanmoins il serait intéressant d'évacuer tout ce qui est transportable à bras d'homme, c'est-à-dire le mobilier, des œuvres de plus petit format et tout objet liturgique accessible. S'agissant du coffre, Laurent Prade, à partir de l'ancien code dont il se souvient, et tout en essayant sur son téléphone de communiquer avec l'extérieur et de demander quel serait le cas échéant le nouveau code, essaye une ou deux fois avec la clé qu'il a pu récupérer dans la sacristie auparavant, d'ouvrir la porte. Les choses ne sont pas évidentes parce que il y a une sorte d'agitation ambiante, on fait tous du bruit, les pompiers sont très équipés et leur matériel fait beaucoup de bruit. Et s'agissant d'un coffre qui s'ouvre, je le disais, à l'ancienne avec un cliquetis de clés qui a valeur de code et de chiffres, Laurent n'arrive pas à bout de cette porte et à nouveau s'acharne sur son téléphone pour essayer de récupérer comme il le peut le code. Les pompiers commencent à s'énerver un peu, à rappeler que nous ne sommes pas là pour intervenir ni même essayer d'ouvrir le coffre, mais simplement dans un contexte d'opération de reconnaissance, et nous enjoignent de quitter au plus vite la cathédrale. Je constate que Laurent est sur son téléphone,
je réalise que d'une certaine manière, on perd du temps d'essai pour ouvrir cette porte. Et je demande à Laurent Prade, que je connais encore assez peu, je l'ai rencontré une fois avant l'incendie, s'il accepte de me donner le code pour que, en temps masqué, je fasse ma part du travail et que je tente à nouveau d'ouvrir la porte. Ma première tentative est tout à fait vaine, j'ai beaucoup de mal à me concentrer et à entendre les clics. Et puis c'est probablement la chance du débutant. La seconde est la bonne, le code dont Laurent Prade se souvenait était le bon, et la porte cède. Je n'avais jamais vu ce coffre ouvert, j'y découvre des écrins tout à fait lambda, des rouges, des verts et dont un en vert. Et immédiatement, très satisfait d'avoir pu venir à bout de ce coffre, Laurent et moi saisissions les 4 écrins que recelait le coffre et annonçons aux pompiers que les reliques sont sorties, que nous allons les extraire de la cathédrale et que leur rôle, s'ils l'acceptent, est désormais de sortir tout ce qui peut être sorti des endroits sécurisés, en l'occurrence les chapelles. L'une des chances dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est que le mobilier liturgique et les œuvres sont principalement présentés dans les chapelles. Dans la nef et dans le chœur, si ce sont des architectures monumentales et donc non déplaçables, il n'y a pas d'objet. Et donc Laurent et moi, par le déambulatoire sud, prenons le chemin de la sortie, en passant au préalable récupérer dans l'une des vitrines ce qu'on appelle le trésor de Notre-Dame, c'est-à-dire une sorte de scénographie dans le bâtiment de la sacristie qui permet au public de découvrir un certain nombre d'objets du trésor ou ayant un lien avec l'histoire de la cathédrale. Parmi ces vitrines, l'une contient la tunique de Saint-Louis, un vénérable tissu très très ancien que l'architecte des bâtiments de France, Christelle Dupas, et moi avions tenté d'extraire un peu plus tôt dans la soirée, mais avec la mauvaise clé et connaissant mal la serrure, nous n'y étions pas parvenus. Et donc Laurent Prade, connaissant bien mieux que nous cette vitrine, arrive à délivrer très très vite la sainte tunique que nous plions en 4 très rapidement et que nous sortons avec l'ensemble des autres écrins. Sitôt sorti du bâtiment de la sacristie, je préviens par un message et puis je crois un appel ayant retrouvé un peu de réseau ma hiérarchie, la directrice régionale des affaires culturelles par intérim, qui est au PC de crise et notamment à côté de Franck Riester, alors ministre de la Culture, et je les rassure en leur disant qu'à tout le moins les reliques sont sorties, que je ne vais plus les quitter des yeux et les mettre à l'abri dans l'un des bungalows de chantier, et que par ailleurs, consigne a été donnée aux pompiers d'essayer d'évacuer tout ce qui pouvait être évacué dans les parties sécurisées de la cathédrale. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à notre départ définitif de la cathédrale autour de 23h30, un balai va s'organiser entre les pompiers qui, avec des effectifs renforcés, vont 2 par 2 sortir de la cathédrale tout ce qu'ils vont trouver. Alors quand je dis tout ce qu'ils vont trouver, c'est vraiment à la fois des œuvres de format transportable, mais des monnayeurs à pièces, des plantes vertes, des objets de moindre valeur. Tout va être sorti, des bougeoirs, des porte-cierges. Les objets vont être remisés dans les bungalows de chantier, qui ont été préalablement ouverts. Et c'est un moment un peu fort, puisque vont nous rejoindre plusieurs collègues du ministère de la Culture, dont le directeur général des patrimoines, dont un certain nombre des collègues de la direction des patrimoines et de la DRAC, qui, à force d'expliquer la situation, ont été autorisés en petits groupes à nous rejoindre. La présence de ces collègues va être extrêmement précieuse, en cela que, évidemment, on commence à être devant un certain nombre d'objets, qu'il va falloir en faire quelque chose, que se joue une évacuation. Évidemment, on ne va pas laisser Notre-Dame ainsi et imaginer partir en ayant simplement sorti les objets et les avoir stockés dans les bungalows de chantier. Et donc peu à peu, le ministre de la Culture nous fait savoir
ou me fait savoir d'ailleurs, parce que je suis un peu l'interlocuteur à ce moment-là, que la maire de Paris accepte d'ouvrir l'hôtel de ville, situé tout proche, de l'autre côté de la Seine, pour y abriter, au moins le temps d'une nuit, l'ensemble des objets qu'on aura pu évacuer. Alors des débats s'engagent sur l'opportunité d'emmener des objets propriété de l'État, la cathédrale Notre-Dame de Paris étant la propriété de l'État, à l'hôtel de ville, alors que de l'autre côté de la Seine, en rive sud, se trouve le musée du Louvre, un musée où on sait que l'on pourrait trouver des conditions tout à fait adaptées pour conserver ces objets. D'ailleurs, où on imagine que ces objets seront à un moment ou à un autre, si ce n'est restaurés, en tout cas nettoyés et bichonnés. Cependant, la ville de Paris arrive avec une proposition qui fait mouche, mettre à disposition des camionnettes, des camions, ce qui va être extrêmement précieux pour organiser le déplacement et la mise à l'abri des objets sortis. Entre-temps, des policiers ont été dépêchés pour venir sécuriser les lieux et accompagner l'action des pompiers mobilisés à essayer d'éteindre l'incendie. Et va s'organiser avec les collègues du ministère de la Culture présents, grâce à la tablette informatique de l'architecte des bâtiments de France, à du papier que nous trouvons dans la base vie, une sorte de chantier des collections, alors vraiment totalement improvisé, à l'extérieur des bungalows, sur une table que nous avons sortie, alors qu'il pleut partout à Notre-Dame, que les eaux d'extinction d'incendie commencent à créer des flaques gigantesques aux abords, et que, chose un peu plus inquiétante, le plomb des couvertures coule dans les chéneaux, est craché par les gargouilles, et que les abords de Notre-Dame de Paris commencent à devenir sérieusement dangereux. On a cette conscience-là à ce moment-là. Pour autant, de manière improvisée, avec une sorte de dispositif de campagne, l'idée est de prendre chaque objet qui a été remisé par les pompiers dans les bungalows en photo, de consigner sur papier une description assez courte de l'objet, de chacun des objets, et deux par deux, les policiers vont transporter les objets sortis des bungalows vers les camionnettes en vue de leur évacuation. Donc c'est un ballet qui se joue pendant quand même de plusieurs heures. C'est assez satisfaisant de voir que, bon an, mal an, malgré des circonstances assez dramatiques, chacun joue son rôle, les pompiers, les forces de l'ordre, les agents du ministère de la Culture, tous s'organisent dans une espèce de solidarité bienveillante pour faire en sorte que tout ce qui peut être sauvé le soit. À ce moment-là, on est incapable de savoir quel sera le sort de la cathédrale, on ne sait pas jusqu'où ira l'incendie, qui, selon les informations dont on dispose, est loin d'être enrayé. Et peu à peu, les camions vont être remplis, jusqu'à ce qu'à 23h30, on nous signale que le premier camion est plein et qu'il va partir en direction de l'hôtel de ville. C'est le temps pour ma collègue Marie-Hélène Didier, conservatrice des monuments historiques au sein de la CRMH, et moi-même, de prendre part à ce premier convoi, moi avec l'ensemble des reliques et la tunique de Saint-Louis, pour aller mettre à l'abri une première partie des objets, et puis surtout aller à la rencontre de la maire de Paris et des élus pour formellement organiser cette mise à l'abri et ce partenariat entre l'État, le ministère de la Culture et la ville de Paris, aux fins d'un sauvetage d'un bien culturel qui, s'il est la propriété de l'État, est surtout un bien commun, le bien de tous les Français et au-delà de tous les chrétiens. C'est à ce moment-là, à 23h30, que je vais, mais sans doute comme d'autres collègues, sortir de ma bulle. Lorsque, en passant par le quai aux Fleurs, mon point de vue me permet de découvrir que de l'autre côté de la Seine, des milliers de personnes, peut-être plus, se sont amassées le long des quais, sur toutes les places, que Paris est noir de monde, dans un silence assourdissant, que des gens pleurent, que les seuls sons qu'on puisse entendre sont des sortes de cantiques
une sorte de recueillement généralisé, comme si effectivement le pays s'était arrêté de vivre devant le drame qui se jouait. Et cette situation, je n'en avais pas du tout eu conscience pendant les 4h30 que j'ai passées dans Notre-Dame de Paris. Et donc c'est un choc, j'ai l'impression de revenir d'ailleurs, d'avoir vécu autre chose que ce que les gens avaient tous pu voir depuis l'autre côté de la Seine. La camionnette dans laquelle nous sommes est escortée par un nombre important de motards qui, en flèche et de l'autre côté du bout d'Arcole, fendent la foule extrêmement dense. Et nous cheminons très 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 lentement jusqu'à la rue Lobau, puis l'une des cours de l'hôtel de ville où nous sommes attendus. Et vraiment ce temps suspendu pendant lequel on traverse une foule de Parisiens recueillis et silencieuse est probablement un temps très très fort de bascule entre un moment dramatique que j'ai vécu, mais dans une démarche très opérationnelle, et donc finalement avec peu d'émotion et sans douleur, vers un moment beaucoup plus lourd qui me fait comprendre que la situation est loin d'être réglée et que même si nous quittons Notre-Dame en étant soulagés de pouvoir sauver quelques objets, probablement les heures, les jours, les semaines et les mois qui viennent seront extrêmement difficiles. L'accueil qui nous est fait à l'hôtel de ville de Paris est très très bon. L'un des objectifs prioritaires est d'identifier où nous pourrons mettre les reliques à l'abri. L'idée évidemment est de trouver un coffre. Ce n'est pas chose si aisée. Les choses se finissent dans un PC de sécurité ou dans un local de contrôle où un coffre suffisamment grand permet de conserver, de mettre à l'abri les précieux écrins. Symboliquement, c'est la maire de Paris qui remet la clé du coffre fermé au ministre de la Culture. Donc une belle image de partenariat, là encore, entre l'État et la ville de Paris au service d'un bien commun. Le reste des objets descendus successivement des camions qui rejoignent progressivement la ville de Paris sont remisés dans une grande salle sous surveillance. Et vers 1h du matin, les collègues du ministère de la Culture, les collègues de la DRAC et moi sommes autorisés à aller nous reposer. On est tous très conscients que le lendemain va commencer très très tôt, qu'on ne peut plus rien faire pour Notre-Dame de Paris qui est entre les mains des pompiers, que la priorité est désormais d'arriver à bout de l'incendie qui, au moment où on quitte l'hôtel de ville, n'est pas encore circonscrit, à tel point que c'est même vers 2h du matin que le tabouret de la Flèche va finir de s'effondrer en perçant la croisée du transept, ce qui n'est pas le cas au moment où on quitte l'hôtel de ville. Et pour ma part, je rentre chez moi commencer une sorte de nouvelle journée. Nouvelle journée pourquoi ? Parce que pendant tout ce temps passé au chevet de Notre-Dame, ma famille s'est inquiétée, mes proches se sont inquiétés, j'ai reçu énormément de messages de collègues, de soutien, des interrogations, des propositions d'aide. Et c'est à partir de là que ces vies individuelles d'agents vont être bouleversées, pas tant parce que ils auront un peu mouillé la chemise ou mis les mains dans la poussière, mais parce que ils vont rentrer dans une phase de vie professionnelle totalement inhabituelle, totalement exceptionnelle, hors du commun, qui va impliquer à la fois pour eux une très grande disponibilité, une très grande résistance, une résistance physique, une résistance mentale, dans des circonstances politiques, médiatiques, et j'allais dire même opérationnelles, extrêmement rudes. Et donc, à la suite de cet incendie, quelles ont été vos missions et votre rôle en tant que conservateur régional des monuments historiques sur ce chantier ? Alors, en tant que conservateur régional des monuments historiques,
ma mission, celle du service dont j'avais la charge, ne s'arrêtait pas au sauvetage des objets. Et d'une certaine manière, le plus dur restait à faire. D'abord, rejoindre les pompiers dès le lendemain matin pour savoir quel était l'état des désordres et si l'incendie avait pu être stoppé. Évaluer, avec les moyens dont on disposait, l'état de dégradation du monument et être capable d'anticiper d'éventuels désordres nouveaux. Et surtout, faire ce qu'on sait faire, assurer l'immédiate protection du monument en diligentant toutes les mesures conservatoires qui s'imposaient. Notre chance, c'est qu'effectivement, au moment de l'incendie, un chantier était en cours. On avait donc des entreprises à disposition, mais surtout des entreprises qui connaissaient le monument. Voilà, le chantier était commencé, et donc on a très très vite eu beaucoup de bonne disponibilité des entreprises qui se sont mises au service de la DRAC et qui ont été force de proposition dans les opérations à conduire. L'architecte en chef des monuments historiques compétent pour Notre-Dame de Paris, Philippe Villeneuve, avait lui aussi pu regagner Paris, où il n'était pas durant la nuit de l'incendie, et a très vite joué son rôle de chef d'orchestre aux côtés de la DRAC pour organiser de manière extrêmement méthodique les opérations de sécurisation. Alors, ces opérations de sécurisation, c'était notre cœur de métier. On savait faire. Cependant, le contexte dans lequel nous les menions était tout à fait particulier. D'abord parce que la Direction régionale des affaires culturelles était identifiée comme la représentante du propriétaire, le ministère de la Culture, l'État de la cathédrale, donc était destinataire de toutes les interrogations, de toutes les questions qui pouvaient être posées, que très vite le politique s'est emparé du sujet et qu'il a fallu répondre à un certain nombre d'interrogations quant à l'origine du sinistre, à la responsabilité administrative de l'État par rapport à celle du diocèse, quant aux opérations qui étaient en cours. Et donc c'est la plus grande difficulté que à la fois essayer de mettre en œuvre des opérations, mais en même temps être obligé de les expliquer et de les justifier pour rassurer non seulement les autorités compétentes, mais aussi le grand public, le monde, qui a immédiatement d'ailleurs commencé à se mobiliser et à envoyer des dons. Notre rôle, c'est également de répondre à la brigade criminelle, qui s'est saisie du dossier et qui va vouloir en savoir plus sur les circonstances de ce sinistre, à la mairie de Paris, à la préfecture de police, à laquelle il revient de sécuriser toute l'île de la Cité, aux riverains, aux commerçants auxquels on demande d'arrêter leur activité, considérant que la cathédrale présente un risque majeur, et à l'ensemble des citoyens qui souhaitent en savoir plus. J'ai en tête un temps infini passé en réunion publique, aux côtés des représentants de la mairie de Paris, aux côtés du maire du 4e arrondissement, pour essayer de rassurer la population sur à la fois des sujets extrêmement techniques que nous pouvions maîtriser, la stabilité de la cathédrale, ou d'ailleurs le risque d'instabilité de la cathédrale, les effets de l'incendie sur les œuvres et les biens culturels, et puis sur des sujets que nous maîtrisions moins, notamment les effets du plomb. La couverture de Notre-Dame étant en plomb, évidemment, il y a eu une inquiétude généralisée quant aux conséquences de cette fumée un peu particulière sur l'ensemble de l'ouest de l'Île-de-France. On avait en tête de réelles inquiétudes dans les écoles, dans certains lieux publics, sur le sol des rues avoisinantes. Et donc, c'est engagé pour plusieurs mois une vie un peu folle d'agents publics tenus à certaines règles, notamment des règles de discrétion. Nous n'avions pas le droit de communiquer avec les médias, en tout cas pas en dehors d'un cadre extrêmement strictement défini et plusieurs semaines après l'incendie seulement. Nous répondions à la brigade criminelle, nous nous mettions à disposition des architectes de sécurité de la préfecture de police qui ont très vite décrété un arrêté de péril
et donc qui ont très vite considéré que la cathédrale était menaçante et qu'il n'était plus possible d'y intervenir comme on voulait, pour essayer de mettre en musique les dizaines d'entreprises disponibles, d'accompagner l'architecte en chef dans un premier projet de sécurisation, mais également de veiller à être extrêmement rigoureux, même si les circonstances étaient particulières, quant à la manière dont l'argent public était dépensé. Évidemment, on a très vite compris que des dons très généreux seraient alloués à la restauration de Notre-Dame, à une restauration de Notre-Dame de Paris. Pour autant, dans les premières heures, dans les premiers jours et dans les premières semaines, c'est avec de l'argent public que nous commandons aux entreprises des prestations de sécurisation. Et nous sommes conscients de la manière dont nous aurons à rendre compte de la manière dont nous avons dépensé cet argent, dont nous devrons justifier les travaux qui ont été réalisés, avec aussi une responsabilité d'ordre patrimonial, c'est-à-dire une obligation de préserver tout ce qui pouvait être encore préservé. Et donc, parfois, quand on sécurise, on a tendance à faire les choses un peu rapidement, voire à démolir ou à détruire des choses qui risqueraient de tomber. La difficulté à Notre-Dame de Paris, c'est qu'il fallait sécuriser en essayant de s'appliquer le plus possible la doctrine d'intervention sur un patrimoine protégé, la doctrine en matière de monuments historiques. Les choses ne se sont pas faites en 3 jours. Il y a eu une très très belle réactivité du ministère de la Culture, de ses différents services qui ont permis en 72 heures d'évacuer l'ensemble des œuvres de Notre-Dame de Paris qui n'avaient pu l'être pendant la première nuit. Donc, tous les grands formats sont sortis avec l'aide du laboratoire de recherche des monuments historiques, avec l'aide du Centre de conservation et de restauration des musées de France, avec l'aide de la DRAC Île-de-France, avec l'aide des services de l'administration centrale. Si, lors de la nuit de l'incendie, seule une dizaine d'objets du trésor avaient été sortis, considérant que la sacristie était un peu écartée du sinistre et présentait moins de risques, il a fallu aussi, dans les heures qui ont suivi, pour des questions de sécurité et de sûreté, sortir l'ensemble des quelques 300 ou 400 pièces du trésor. Donc toutes ces manœuvres ont été opérées, orchestrées par la DRAC Île-de-France, avec évidemment le concours du musée du Louvre par exemple, et de l'ensemble des services du ministère, avec l'aide très bienveillante des autres services de l'État. Moi j'ai en tête que la préfecture, notamment la préfecture de police, avait été extrêmement aidante dans leur manière d'organiser des comités de pilotage, de mettre en présence l'ensemble des acteurs pour à la fois partager l'état de l'information et être en capacité de mobiliser les forces vives là où elles se trouvaient. Donc il y a vraiment eu, dans les semaines qui ont suivi, à la fois un temps infini passé en réunion, en partage d'informations, mais en contrepartie de quoi il y a eu une vraie aide et une vraie bienveillance qui a soutenu la DRAC, qui, avec la meilleure volonté du monde, faisait avec les bras dont elle disposait, et un plan de charge qui, pour autant, n'avait pas été allégé par ailleurs. J'étais en charge d'un service de la conservation régionale des monuments historiques qui n'avait pas du tout que la charge de Notre-Dame de Paris, je le rappelle, mais qui travaillait sur les 4000 monuments historiques d'Île-de-France. Et donc, ma responsabilité de chef de service, ça a été aussi de veiller à ce que la grande majorité des équipes ne se sentent pas délaissées au motif qu'une petite partie de la conservation régionale était mobilisée quasiment 24 heures sur 24 à la sécurisation de Notre-Dame de Paris. Donc, il a fallu concilier entre les enjeux de continuité de service public, la priorité de Notre-Dame de Paris, la pression médiatique, une enquête en cours, et donc là aussi est extrêmement mesuré dans ce qu'on communique, ce qu'on réserve à l'enquête, la manière dont on intervient sur un chantier qui fait l'objet d'une enquête, l'approche et le souci patrimonial sous les aspects archéologiques, sous les aspects monumentaux, mais également dans une approche de préservation des œuvres d'art. On était également extrêmement heureux de constater qu'aucun des vitraux de Notre-Dame de Paris, cette œuvre majeure de Viollet-le-Duc, n'avait été touché par l'incendie. Et donc, une étape aussi très forte a été, après l'évacuation des œuvres, de déposer très rapidement les verrières, craignant évidemment que les voûtes
en s'asséchant, commence à se désolidariser, que des pierres tombent et que tout ça puisse emporter d'autres dégâts que ceux que nous avions évités dans la nuit du 15 au 16 avril. Des milliers d'opérations à mener de front, avec une hyper sollicitation du monde entier. On recevait des mails de charpentiers français, de couvreurs péruviens, d'associations pour nous venir en aide, pour apporter un concours, une contribution, une compétence. Donc voilà, il a fallu juguler tout ça, résister. Très vite, le président de la République a annoncé sa volonté de créer un établissement public dédié à la restauration de Notre-Dame de Paris. Pour autant, la création d'un établissement public, ça prend un peu de temps. Et donc, entre le 16 avril, le lendemain de l'incendie, et le 1er décembre, date de création officielle du monument historique, de l'établissement public, la DRAC Île-de-France a dû concilier toutes les priorités, concilier tous les impératifs et conduire ce chantier de sécurisation en vue d'être en capacité de transmettre à l'établissement public nouvellement créé à la fois un édifice sécurisé, les premières opérations de confortement, voire de restauration engagées, et surtout une opération sur le plan financier très strictement tenue, l'idée étant de pouvoir transférer à l'établissement public des marchés en cours, des commandes en cours, en étant capable de faire un arrêt sur image en termes de crédits consommés et de crédits restants à consommer. Quand la DRAC Île-de-France, en décembre 2019, passe la main à l'établissement public, elle se déleste de sa responsabilité de conduite du chantier de sécurisation de l'immeuble Notre-Dame de Paris. Pour autant, elle garde deux rôles essentiels. La responsabilité de la restauration de l'ensemble des objets et œuvres que recélait Notre-Dame de Paris. Et c'est là que notamment va s'engager le passionnant chantier de restauration des grands décors de Notre-Dame, dont les fameux mets, ces toiles commandées au XVIIe siècle par les orfèvres de Paris et offerts à Notre-Dame de Paris chaque 1er mai, mais également la restauration des tapis, dont le grand tapis de chœur, ou encore la mise à l'abri et le nettoyage de l'ensemble des éléments du trésor. La DRAC Île-de-France va continuer de rester également responsable de ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique, c'est-à-dire que c'est elle qui aura la responsabilité d'analyser les projets de restauration proposés par l'architecte en chef des monuments historiques à la commande de l'établissement public et de vérifier que ces parties de restauration sont conformes avec les attendus en matière d'intervention sur un monument historique classé, mais également de délivrer les autorisations de travaux pour le compte du préfet de région, qui vont être nombreuses à chacune des étapes de ce vaste chantier de reconstruction, restauration de Notre-Dame de Paris. Donc la DRAC, encore aujourd'hui, est très mobilisée dans l'accompagnement de ce chantier, à la fois dans une approche scientifique, à la fois dans son rôle de partenaire administratif, qui décide et qui autorise les différentes étapes de travaux, dans la restauration des objets jusqu'à leur remise en place dans la cathédrale en vue de sa réouverture le 8 décembre prochain. Et à plus moyen terme, une responsabilité évidemment qui reste extrêmement prégnante, puisque l'établissement public aura sans doute une fin, lorsque les stigmates de l'incendie auront été définitivement effacés et que la grande restauration aura pu être menée grâce à la générosité des donateurs. Et sans doute, la DRAC d'Île-de-France retrouvera-t-elle son rôle de représentante de l'État propriétaire dans une gestion redevenue normale de cette cathédrale, ouverte à la fois au culte et à la visite, puisqu'on a évidemment en tête que Notre-Dame de Paris avant l'incendie était le monument le plus visité de France, avec des tours qui étaient accessibles, un trésor qui était visitable, et évidemment un sanctuaire religieux qui était
appréciée par les Parisiens, mais aussi les touristes de France et du monde entier. On disait que Notre-Dame était visitée par plus de 12 millions de personnes chaque année, jusqu'au 15 avril 2019. Eh bien, merci Antoine-Marie Préau pour ce témoignage éclairant qui permettra à nos auditeurs, j'en suis sûre, de mieux comprendre les enjeux et les missions qui ont pu être les vôtres et celles de la DRAC sur le cas de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris en chantier. Parole des agents de la DRAC Île-de-France, un podcast présenté par la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France.